parlais juste un petit peu avant que l'ensemble des... Venez, venez, dépêchez-vous et fermez les portes parce qu'on ne s'entend pas. Oh là là, je vais devenir autoritaire, moi, là, maintenant. Voilà, merci. Oui, mais attends, écoute, ok, hein, eh ben, écoutez-vous pas, ça sera comme ça, et ce sera pas autrement, c'est pas la première fois que tu me fais le coup, Lila, hein, que tu m'arrêtes, pouf, alors que les gens ont du retard. Tu sais que c'est moi qui fais la dernière présentation du congrès, hein, donc si vous me coupez à la moitié, je ne vais pas être content, je perds pas de temps. Donc je sais plus ce que je disais. Donc nous, la problématique qu'on a actuellement, qui n'est peut-être pas la vôtre, c'est de dire quand est-ce qu'il faut opérer un malade asymptomatique. Un RAC, une IM, un RM, quand est-ce qu'il faut opérer un malade asymptomatique. Mais qu'est-ce qu'on donne comme définition de l'asymptomatique? Vous avez un patient de 80 ans qui va de son fauteuil au lit, qui va jardiner un petit peu, qui vous dit « Oh ben moi, docteur, j'ai absolument rien ». Le seul moyen, c'est de déclencher un effort et de voir ce qui se passe à l'effort. Alors pourquoi l'écho est quelque chose de tout à fait extraordinaire? Rentrez vite s'il vous plaît, fermez la porte derrière vous, on ne s'entend pas. Merci beaucoup. C'est que l'écho est un moyen hémodynamique d'évaluation de votre valvulopathie et de vos pressions pulmonaires. Donc avoir un RM qui passe à 90 de PAPS à 20 watts, c'est pas pareil qu'un sportif qui va avoir 60 dans la P, mais après 300 watts d'effort. Donc cette chronologie de l'apparition d'une hypertension artérielle pulmonaire est tout à fait fondamentale. Donc ça, c'est l'intérêt, je dirais, général. Et on va commencer dans le vif du sujet, parce que c'est vous qui allez travailler. On va parler du rétrécissement aortique asymptomatique. Alors là, c'est vraiment bien précisé dans les dernières recommandations nord-américaines et qui nous disent, franchement, vous voyez, c'est du 1C. Eh bien, pour savoir si un malade est asymptomatique, un vrai asymptomatique, il faut lui faire un test d'effort, que ce soit au moins une épreuve d'effort ou au mieux une écho d'effort. Et je vais vous montrer, je pense, l'intérêt de faire une écho d'effort. Attention, une épreuve d'effort ou une écho d'effort normale, c'est valable 6 mois. Donc quand vous voyez les cohortes de patients qu'on est en train d'analyser, en particulier les Nord-Américains ou les Coréens qui sortent des choses absolument hallucinantes en disant « le malade est asymptomatique, donc je le mets dans la case asymptomatique », généralement c'est par téléphone ou c'est à la discrétion du médecin. « Ah ben il n'a pas de symptômes, eh ben très bien, il est dans la case asymptomatique ». D'accord? Et ça c'est tragique parce que ça va vous gonfler des populations d'asymptomatiques qui vont être pas opérées au bon moment parce qu'on va les laisser une fois pour toutes dans la cohorte asymptomatique. Donc c'est comme si la valvulopathie n'était pas évolutive. Donc quand vous êtes un malade est asymptomatique, il n'est pas asymptomatique à vie. Hein? Et dans le RAC, vous savez que le symptôme, c'est l'annonce d'une mort subite. Donc c'est très important de ne pas opérer bien sûr trop tard, mais de ne pas opérer bien sûr trop tôt, et artificiellement gonfler des populations, des cohortes dites asymptomatiques, que ce soit pour le RAC ou pour l'IM. Donc une épreuve d'effort normale, ça n'a de validité, je dirais, que pendant 6 mois et pas plus. Donc il faut suivre vos malades. Hein, et l'éducation du malade en lui disant « attention, vous montiez des escaliers, vous n'aviez pas de douleur, vous n'étiez pas essoufflé », etc. Maintenant, si tout d'un coup ce symptôme apparaît à l'effort, surtout revenez nous voir et ne laissez pas les choses traîner. Donc l'importance. Alors le dépistage des patients faussement asymptomatiques, ça a été une littérature qui est relativement ancienne, je vais passer rapidement, mais vous voyez qu'il y a 15 à 67% des RAC qui sont des faux asymptomatiques. Et cette population vieillissante qu'on a, vous allez me dire, ah oui, mais il faut les faire pédaler. Il s'agit de faire des épreuves d'effort adaptées, naturellement, à la capacité, à l'effort de vos patients. Vous n'allez pas mettre un monsieur de 85 ans sur un protocole où vous allez passer de 20 à 100 watts sans intermédiaire. Donc il faut vraiment les faire progressivement. C'est des examens qui sont techniquement difficiles parce qu'il faut être capable à l'effort, le malade respire, etc., d'aller choper la fuite tricuspide qui apparaît ou l'IM qui apparaît, ou d'évaluer la fraction d'éjection. Donc tout ça est difficile. Il y a une courbe d'apprentissage qui est vraiment très importante. Donc vous voyez,
Dans la littérature, 15 à 67% des RAC sont de faux asymptomatiques. Sachez-le bien. Donc, et en plus, si vous voulez, il faut savoir définir ce que c'est les critères de positivité dans une épreuve d'effort. C'est naturellement l'apparition d'un symptôme, la dyspnée, et pas la fatigue musculaire. La dyspnée, on ne va pas dire que le malade est symptomatique parce qu'il a une mauvaise adaptation à l'effort, parce qu'il n'a pas de muscle. Donc la dyspnée est très importante, l'angor, voire le malaise ou la syncope. Pour nous, la chute tensionnelle ou un défaut d'augmentation de la tension artérielle qui n'est pas supérieur à 20 mm de mercure, et ça c'est vraiment les deux éléments essentiels pour l'épreuve d'effort. Alors il y avait eu beaucoup d'espoir après cette communication, cette publication de Lanzoletti qui est ancienne et qui avait changé les guidelines sur le RAC, et qui disait que quand un patient augmentait son gradient de plus de 20 mm de mercure, son pronostic était mauvais, qu'il fallait l'opérer. Et cette publication a fait couler beaucoup d'encre, petite série, 69 patients. Et on sait très bien dans notre habitude, dans notre quotidien, qu'un patient asymptomatique, s'il a une bonne condition physique, il va augmenter ses gradients transaortiques, bien évidemment. Et que ce 20 mm de mercure n'avait pas de sens en valeur absolue. Par contre, en valeur relative, ça en avait. De telle sorte que l'écho d'effort, c'est autre chose que les 20 mm de mercure. C'est la réponse à l'effort de la fraction d'éjection. Un malade qui est plus capable de pousser parce qu'il a des résistances périphériques qui sont très augmentées, on appelle ça l'afterload mismatch, eh bien, il va non seulement baisser sa fraction d'éjection, mais il va baisser de façon biphasique son gradient. C'est-à-dire qu'il ne sera plus capable d'éjecter. Donc il peut augmenter son gradient dans un premier temps, et puis s'il a cet afterload mismatch, eh bien il va baisser sa réserve contractile, plus de réserve contractile, et il baissera donc cette étude hémodynamique biphasique d'augmentation des gradients initiales et ensuite une diminution des gradients. Ça avait bien été montré aussi par Sylvestre Maréchaux, qui avait suivi des patients dits asymptomatiques. Il lui avait fait des épreuves d'effort. Il y avait 51 patients qui étaient positifs à l'écho d'effort. Et vous voyez que dans la suite, eh bien, vous aviez 58 qui avaient eu un symptôme et de la chirurgie, 4 asymptomatiques qui n'avaient pas été opérés pour des raisons de comorbidité avec des décès, etc. Donc il y a non seulement un moyen de voir si votre malade est vraiment asymptomatique, mais en même temps c'est une valeur pronostique. Cette recommandation avait disparu en 2017, en particulier par ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire un malade qui a une bonne fonction VG, il va augmenter ses gradients et que la valeur absolue de ces 20 mm de mercure n'avait pas beaucoup de sens. Et ça avait été montré par des tableaux, des papiers en particulier de Bichat, qui disaient tant pour l'augmentation des gradients que pour la PAPS supérieure à 60, ça n'avait pas vraiment de valeur pronostique. Et par contre, eh bien, on a réintroduit cette notion dans les nouvelles recommandations, et c'est pour ça que c'est intéressant. On a été beaucoup... Moi je n'étais pas du tout étonné que ça soit sorti des recommandations, parce que ce n'était pas du tout l'expérience qu'on en avait. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été omises dans ce papier, en particulier la chronologie. Et pourtant, ce qu'il faut vraiment connaître, c'est la vraie définition d'une épreuve d'effort ou d'une écho d'effort dans un RAC asymptomatique avec une fraction d'éjection conservée. C'est bien sûr quand elle est cliniquement positive, eh bien vous allez naturellement faire opérer votre malade, même s'il se dit asymptomatique. Quand elle est négative, mais qu'à l'écho vous avez une élévation de 18 ou 20 mm de grade de mercure ou une HTAP, eh bien vous allez le voir, on est revenu là-dessus, c'est très important, et la réponse biphasique dont je viens de vous parler. Alors maintenant c'est à vous de travailler. Voilà, je vais vous présenter plusieurs cas cliniques. Je pense que le RAC c'est relativement facile, on va passer assez vite. Mais soyez, voilà, n'ayez pas peur de prendre la parole. Voilà, c'est un monsieur qui est né en 41, donc aujourd'hui il a 82 ans. Il est asymptomatique, il est totalement sédentaire et il a un RAC serré avec des critères de RAC serré, une Vmax à 4,4, un pic de gradient à 80, un gradient moyen à 55. Il a 14,9 de tension au repos. Il a donc un gradient moyen à 55 mm de mercure. Voilà son écho. Vous avez le flux sous-aortique qu'on voit bien superposé au flux transaortique. Vous voyez qu'il a une VTI à 112 cm. Vous voyez son profil mitral et vous voyez sa PAPS au repos qui est à 37. Je vous rappelle, il a 81 ans.
Donc, devant un tel tableau, vous, qu'est-ce que vous faites? Le malade vous dit qu'il est asymptomatique. Est-ce que dans votre pratique, vous dites c'est un rack serré, je l'opère? Il est asymptomatique, il ne se plaint de rien. Il a 4 ans et puis il voulait faire une petite épreuve des formes sans écho même, juste pour voir véritablement s'il est asymptomatique. Tout le monde est d'accord? Oui. Mais vous n'allez pas l'envoyer systématiquement se mettre un tavis ou... Donc personne n'a peur ici de mettre... On est juste pour confirmer qu'il est symptomatique, parce qu'il va être symptomatique. On est d'accord. Donc mais personne n'a peur de mettre un patient qui a un rack serré sur un vélo parmi vous. Je vous rappelle, les incidents... Ça faisait peur au début. Je vous rappelle, incident 0. Hein. Mais il faut que vous interrogiez votre malade. C'est-à-dire, si on va voir les contre-indications, parce qu'il y a des contre-indications à l'effort chez les malades asymptomatiques. Il faut l'interroger. Vous êtes sûr, vous n'avez pas de symptômes, etc., etc. Surveiller la tension, enfin, c'est des épreuves d'effort qui doivent être naturellement correctement surveillées. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour faire une épreuve d'effort toute simple ou une écho d'effort, si vous avez les moyens de faire une écho d'effort? Vous êtes d'accord là-dessus? Donc voilà, mais c'est un cas tout simple, hein, c'est pour introduire le sujet. Alors déjà, personne n'a tiqué sur le profil mitral. Ah bon, bah dites-le, je vous écoute. Bon, il est bêta-bloqué, donc il a une diastole un peu longue. Et ça vous dit quoi chez un monsieur qui a 81 ans, un profil comme ça? Oui, il est pseudo-normal, donc déjà ça doit vous attirer l'œil, quoi. Hein. Alors c'est bien peut-être de... Bien sûr, vous me direz, bah, il a peut-être autre chose, peut-être faire un petit peu les biomarqueurs, enfin, c'était d'autres choses, mais là, effectivement, déjà, moi, sur ce profil mitral, je tique. Et là, on lui fait faire 30 watts, 60 watts, voilà comment devient son profil mitral, et il monte à 5 mètres, il a un gradient moyen à 63, et il a une PAPS à 57, à 60 watts. Ça ne vous a pas pris beaucoup de temps. Le malade n'a pas développé de symptômes, mais là, on a des critères opératoires avec une PAPS qui est nettement augmentée. Donc ce patient, actuellement, on va lui mettre un TAVI sans aucune arrière-pensée. Tout commentaire? Pardon? Alors, on va... Absolument, on va voir qu'effectivement ça a du sens et que c'est pas le chiffre absolu des 60. Une fois de plus, il ne faut pas prendre comme le travail de Lancelotti qui disait le malade attend. C'est la chronologie de l'augmentation de la pression pulmonaire. C'est vrai dans le RM aussi, on va le voir. C'est-à-dire que si à 60 watts, votre patient passe d'une pression artérielle pulmonaire normale à 60 plus 10, c'est-à-dire à 70 mm de mercure de PAPS, alors qu'il a fait 60 watts, c'est pas pareil que s'il avait fait 320 watts. Un sportif, vous le mettez sur un vélo, il est capable de faire plus de 60 mm de mercure de gradient, ça sera de PAPS, ça sera une hypertension de débit, ce qui va augmenter beaucoup son débit cardiaque, mais il aura des résistances pulmonaires normales. Donc le fait qu'on ait une chronologie brutale de l'augmentation de pression pour un petit effort, là ça témoigne d'une mauvaise tolérance hémodynamique. Vous n'avez pas l'air d'accord. Pourquoi? Parce qu'il est âgé de toute façon et qu'il ne va pas faire 200 watts. Non, mais 60 watts, c'est rien. 60 watts, ça représente quoi? C'est même pas un demi-étage. La chronologie. Et puis vous avez 5 mètres par seconde, et voilà. Alors c'est vrai que s'il avait eu des symptômes, je ne me souviens plus celui-là s'il avait eu un symptôme, mais voilà. Pour 60 watts, enfin, c'est rien du tout, quoi. C'est pas, il devrait faire beaucoup plus dans sa vie courante. Donc pour moi, ça c'est symptomatique. S'il n'y a pas les moyens de faire un TAVI, pas les moyens de faire un TAVI? Pourquoi il n'y aurait pas les moyens de faire un TAVI? Parce que c'est cher? C'est plus cher qu'un remplacement valvulaire? Après, on tombe dans un autre débat qui est maintenant, bon, bah, effectivement, s'il n'a pas trop de comorbidité, il faut lui faire un remplacement valvulaire. Oui, mais est-ce que vous iriez plus tôt, si vous aviez la possibilité? Est-ce que vous allez le faire opérer plus tôt parce que vous n'avez pas les moyens de lui faire un TAVI? Non, c'est la question que je te pose.
le TAVI n'est pas remboursé actuellement. Enfin, vous n'avez pas de... Ça démarre. C'est un autre sujet, ouais. Donc, je vous rappelle, nous, on avait écrit avec Pierre-Vladimir et Eric un papier là, qui est sorti récemment sur la prise en charge de ce RAC. Et pour nous, il n'est pas question de faire opérer un malade ou de lui faire mettre un TAVI, quel âge qu'il est. Hein. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est 65 ans les indications du TAVI, les early TAVI, ce qui pose encore d'autres problèmes. Mais pour nous, il n'est pas question de mettre ou de faire opérer un patient qui n'a pas été démontré comme étant vraiment symptomatique par une épreuve d'effort ou une écho d'effort, sauf s'il a des critères de sévérité, que je vous rappelle vraiment, c'est-à-dire une Vmax. Là, vous savez que le 5,5 m, là, je n'ai pas corrigé la diapo, mais c'est plus 5,5 m, c'est 5 m dans les dernières recommandations, que la fraction d'éjection est inférieure à 55, qu'il y a un bas débit, bas gradient, que la PS est supérieure à 60 au repos, qu'il y a une progression rapide lors de votre suivi de votre malade qui est de plus de 0,3 m par seconde et par an. Donc, en dehors de ces RAC à risque, même s'ils sont asymptomatiques, là, il faut les opérer. Par contre, s'ils n'ont pas ces critères de gravité, ces facteurs de risque du RAC, eh bien, il faut au moins leur faire une épreuve d'effort, comme tu l'as dit, pour éliminer vraiment le caractère asymptomatique c'est vraiment très important, parce que on voit sortir des papiers maintenant avec 20 mm de gradient. Vous avez des courbes, en particulier coréens, qui vous disent attendez, vaut mieux avoir une prothèse avec 20 mm de gradient moyen que pas du tout. Enfin, on arrive dans des extrêmes hallucinants. On ne parle pas des mismatchs et du gradient généré par la prothèse qui va souvent être plus supérieur à l'importance du RAC. Il faut quand même rester raisonnable. Donc cette notion de asymptomatique, c'est très très important. Hein. Alors je vous montre un RM. Nous, on n'a plus beaucoup l'occasion donc j'ai regardé un petit peu ce que j'avais, et je vous rappelle les indications de l'écho ou de l'épreuve d'effort dans le RM. Je sais que ça, c'est une population à laquelle vous êtes confrontés probablement plus que nous en métropole. Hein, je précise bien en métropole, parce que dans nos territoires, on en a encore quelques zones endémiques importantes. Donc, un RM serré symptomatique, il n'y a naturellement pas d'indication à lui faire une écho ou une épreuve d'effort. Par contre, un RM serré, là on rejoint les problèmes du RA serré, un RM serré avec une surface vraiment basse et un gradient moyen supérieur à 10 chez un patient asymptomatique, c'est une bonne indication. Un RM peu serré chez un patient symptomatique, c'est-à-dire que le patient se plaint, mais vous avez l'impression que votre RM n'est pas serré, donc vous voulez vraiment relier le symptôme à la sévérité de la sténose, c'est des indications. Par contre, on a des difficultés souvent dans l'interprétation, parce qu'il y a une grande variation de l'élévation du gradient en fonction de la fréquence cardiaque et du traitement des patients. Donc c'est pas toujours très très simple de savoir si le patient il est gêné par son RM qui vous paraît peu serré. Donc je vais vous montrer une patiente récente, et c'est repris dans les recommandations actuelles, hein, c'est-à-dire qu'elle soit européenne ou américaine, on vous dit bien que c'est vraiment important chez les patients asymptomatiques ou chez les patients symptomatiques qui ont des symptômes un peu équivoques par rapport à l'importance de la sténose. Voilà, donc je rappelle ce très beau travail qui avait été fait il y a fort longtemps, où on avait comparé RM et prothèse mitrale, et on voyait que les prothèses mitrales n'augmentaient pas tellement leur pression pulmonaire et leur gradient moyen, donc il y a une vraie différence entre une hémodynamique fonctionnelle à l'effort du RM et des prothèses. Et puis ce travail d'Éric Brochet, hein, qui est très important, qui parle de cette chronologie de l'hypertension artérielle pulmonaire, et qui nous dit bien que lorsque la dyspnée est associée à une augmentation relative de la pression pulmonaire et du gradient moyen supérieur de 90% à 60 watts, et qu'on a un pic de pression à 60 pour un petit effort, c'est une traduction d'une mauvaise tolérance hémodynamique. Donc ce n'est pas le chiffre absolu, j'insiste beaucoup, de la pression artérielle pulmonaire à la fin de l'effort, c'est la chronologie et la montée brutale de la pression pulmonaire pour un petit effort. Donc je vais vous montrer un cas clinique sur lequel vous allez me donner votre avis. C'est une jeune femme
qui a un morphotype complètement normal, hein, 55 kg, 1m65, qui a fait du RA, qui a eu un RM dilaté par procédure percutanée en 2015, avec un bon résultat, une surface supérieure à 1,5, un gradient moyen à 4, et elle s'essouffle à 2 étages et elle veut un bébé. Donc elle nous dit, moi ça va pas, j'y arrive pas, je suis vraiment essoufflée. En plus je veux un enfant, donc débrouillez-vous pour me dire ce qu'il faut que je fasse. Alors je vous laisse regarder le film. Alors, le longitudinal grand axe, bon, il y a une valvulopathie aortique, comme vous le voyez. Au passage, ça ressemble vraiment à un écho, pour ceux qui ne connaissent pas trop, aux anorexigènes, hein, avec l'aspect un petit peu en bout d'allumette de la valve aortique, etc. Je dis ça parce qu'avant que vous n'arriviez, on parlait, nous, des valvulopathies mitrales restrictives, et que, en l'occurrence, c'était... on n'avait plus de rhumatismaux, et que quand on avait une IM restrictive, ou un RM même, mais on pensait plus aux anorexigènes qu'au rhumatisme, qui n'existe plus en France métropolitaine depuis longtemps. Je vous donne le transverse, c'est quand même très très important sur un RM de regarder comment elle s'ouvre, cette valve mitrale. À votre avis, la commissure interne est ouverte, on est d'accord? Elle vous paraît comment cette valve? Elle vous paraît très sténosante, pas sténosante? Je vous rappelle, la patiente est symptomatique à 2 étages. Elle est menue, hein, elle n'est pas, c'est pas une femme. Bah, elle a un RM, donc elle a obligatoirement une OG qui est dilatée. Hein. Bah, c'est comme les. Attendez, voyez. Moi j'ai un gradient moyen à 5, j'ai une pression pulmonaire normale, elle a 22 ans, pour moi elle a une commissurotomie mitrale qui est réussie. J'ai envie de comprendre pourquoi l'OG est dilatée, bien sûr c'est un RM, donc je ne peux pas prendre ça en considération. Elle est sinusale. Elle est sinusale, absolument, bonne remarque, elle est sinusale. Bah, on va aller jusqu'au bout de l'observation et puis on va en reparler de ça, du rythme justement. Est-ce que ces symptômes sont liés effectivement à cette valvulopathie? Est-ce qu'elle n'a pas d'autres causes qui peuvent expliquer cette dyspnée? Est-ce qu'elle n'a pas d'autres causes d'essoufflement? Oui. Sa fonction VG, bah, vous la voyez là, j'ai pas fait de fraction d'éjection, mais enfin elle a une fraction de VG qui est normale. Elle est toute petite, elle fait 55 kg et elle fait 1m60, donc elle n'est pas en surpoids qui pourrait expliquer un essoufflement ou une désadaptation à l'effort. Elle n'est pas anémique. Non, franchement, elle a été explorée de partout. Je vous donne ses gradients au repos. Elle a un gradient moyen à 5 et elle a un profil mitral quand même en continu qui ne fait vraiment pas RM très serré. Elle a, elle a un gradient sur l'aorte, hein, elle a une sténosette aortique, hein, elle a une surface estimée à 1,2, donc pas serrée, et une PAPS de repos qui est à 30. Okay, et elle a une IM post-commissurotomie, vous voyez, qui est toute petite, avec une SOR qui est à 0,06 cm². Donc si on en est là, on a l'impression que sur l'hémodynamique de repos, on a affaire à un RM qui n'est pas très serré, un RAC qui est pas serré non plus, enfin 1,2, 25 mm de gradient, on n'est pas, de mercure, pardon, on n'est pas encore dans un RAC symptomatique. Est-ce que le RM pourrait masquer le RAC? Ça peut être une question. Là, on est sur la polyvalvulopathie. Sur un RM, vous avez effectivement une diminution sur un RM serré. Vous avez une diminution du flux transmitral, donc vous allez avoir un RAC qui peut être protégé, et ça, il faut vraiment le savoir, c'est encore pire sur les IM, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous regardiez le volume d'éjection aortique à ce moment-là pour savoir s'il y a du débit qui passe dans l'aorte. Ça, c'est extrêmement important. Et on a une PAPS normale. Donc moi je ne comprends pas, personnellement, je ne sais pas pourquoi elle est soufflée. Je ne sais pas. Elle est pas grosse, voilà, elle a eu un premier bébé qui était bien. Pardon ? Non, elle fume pas. Enfin, vraiment, c'est un RM pur, quoi. C'est une jeune femme, voilà, qui veut un bébé, quoi.
Elle est sédentaire, active? Comment? Elle est active, sédentaire? Elle est pas très active, justement. Elle n'est pas très active. En tout cas, ça ne contraindit pas une grossesse. Donc ici, vous faites rien. Non, non, 55 kilos, 55 kilos, 1m60. Donc on ne peut pas parler ça d'obésité. Je pense qu'il faut faire une écho de stress pour voir les variations de flux. Bon, alors qui pourrait une écho d'effort? J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui disent allez, ça va, c'est pas un RM serré. On lui fait faire sa grossesse et on est sûr que ça va bien se passer. C'est un peu ce que vous dites. Qu'est-ce que tu en penses? Tu fais l'effort. Alors, vous êtes d'accord? On fait l'effort. Alors, allons-y. Allez, c'est parti, on fait l'effort. C'est parti. Alors, c'est vrai que l'écho d'effort, c'est difficile. Hein, c'est une technique compliquée. Donc, sur l'imagerie en tant que telle, on ne va pas conclure. Vous voyez que son OG est un peu dilaté, mais pas franchement dilaté. Peut-être que c'est... Voilà, alors les hypothèses, c'est quoi? Les hypothèses, c'est l'aorte. Bon, alors, il y en a qui me disent le RAC est protégé par l'IM et le RM. C'est ça que tu es en train de me dire. Donc, il y a moins de débit dans l'aorte, donc le RAC est plus sévère qu'on ne pense. Hein, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme hypothèse? C'est une IM qui va se majorer à l'effort. Très simplement, là. À l'effort, comme il y a une version du fait antérieur, complètement l'effet postérieur restrictif, bah oui. Elle peut s'aggraver à l'effort, on est d'accord. Quoi d'autre comme hypothèse? Comment? Ouais, une dysfonction diastolique, je ne suis pas... le VD, il n'a pas l'air dilaté. Hein. Regardez, sur la troisième, là, on voit bien, il n'y a pas de... Bon, oh, là, on continue parce que sinon, on ne va pas tout faire. Alors voilà, je vous ai fait... J'ai regardé un petit peu tout ça à la base, 25, 50, 75. Donc, j'y suis allée tranquillement. Hein, on n'est pas passé d'emblée à 100 watts. Et voilà les résultats. Au niveau des gradients, on passe de 5 à 33. Ah oui? Oui. Au niveau des gradients optiques, on part de 25 de gradient moyen au repos, on arrive à presque 50 de gradient moyen à 75 watts. Mais on peut ne pas être d'accord sur l'attitude, hein, c'est ça qui est intéressant, on va en discuter. Et puis, regardez, la fréquence passe à 75 watts, à 150 battements minutes à 75 watts. Alors, qu'est-ce que vous feriez là-dessus? Alors, je vais vous poser les questions. Est-ce que vous allez... Allez, hop, bingo, je vous rappelle qu'elle a 24 ans. Est-ce qu'on va lui mettre et l'empoisonner toute sa vie avec 2 prothèses mécaniques? Est-ce qu'on va lui refaire une valvuloplastie percutanée ou est-ce que vous avez une autre idée? Oui. À 25, je crois, non? Je ne t'avais pas dit ça. Ouais. 1,4 cm², oui. Oui. Oui, mais enfin, le profil mitral transmitral n'est pas celui d'un RM serré, quand même. Faut rester quand même. Faut rester. Avec la surface mitrale, qui est plus ou moins 1,4, c'est plus ou moins serré. Enfin, ça rentre dans le... Non, oui, enfin... En dessous de 1,5, c'est ce qu'on observe. Enfin, ce que vous... Ouais, ouais. Bah, alors, c'est... Quand on l'a vu en bidimensionnel... Oui, elle faisait plus que ça. Elle faisait plus qu'à 1,5. Parce qu'il y a une déchirure de la commissure interne, on a l'impression que c'est du 1,7 à 1,8. Donc on voit les RM... Vous voyez, vous êtes un peu discordants quand même tous là. Hein, bah, c'est intéressant que vous soyez discordants. Attends, je vais laisser parler là. Vous posez... Allez-y, je vous en prie. Je ne préjuge pas on l'opère pas, mais par contre, il y a au moins une raison hémodynamique simple. On monte à 150. Je rappelle que le gradient transmitral et donc tout ce qui suit est très proportionnel justement à l'hémodynamique de ces patients. Alors, on monte à 150, c'est clair qu'un cas de surface mitrale, on est très mal toléré. Donc, une chose au moins, c'est de ne pas aller sur, ralentir ce patient. Bêta bloquant et éventuellement... Super, bravo, merci beaucoup de cette remarque. Bravo, il a gagné un repas gratuit. Si vous n'êtes pas servi, vous y allez vite. Qu'est-ce que j'ai... j'ai eu exactement le même raisonnement. Alors après, on peut en discuter, et je suis ravie de ça.
Parce que pour moi, c'était un RM lâche, qui n'avait aucune indication à refaire la hypoplastie, qui avait une très mauvaise tolérance. Effectivement, vous avez des gradients qui augmentent, mais qui sont des gradients liés à la tachycardie réactionnelle et quelque part à la désadaptation. Je l'ai mise sous bisoprolol. Elle est devenue asymptomatique et regardez son épreuve d'effort. Alors je ne dis pas qu'elle n'a pas augmenté, qu'elle n'a pas de RM, mais vous voyez, ça c'est vraiment l'illustration du papier de Brochet que je vous ai montré. Ce n'est pas la valeur absolue de la PAPS qui est intéressante, mais c'est la valeur relative par rapport à l'effort que vous fournissez. Or vous voyez qu'au début, elle arrivait très très vite à des gradients moyens très importants, hein, sur la courbe bleue, et une PAPS qui montait très vite. Vous voyez, pour 75 watts, on était à presque 70 de PAPS, et par contre, sous bêta-bloquant, eh bien, son gradient monte beaucoup moins, et ses pressions pulmonaires montent également beaucoup moins. On est à 50 au pic, donc là, à 100 watts. Hein. Donc elle a une tolérance à l'effort qui est meilleure. Elle avait fait 75 watts péniblement, et elle avait une HTAP à 75 watts, parce qu'elle était arrivée à 150 de battements minutes pour un 75 watts de Donc là, vous avez l'illustration d'un RM lâche. Merci beaucoup, hein, parce que c'était exactement ça en termes En tout cas, ça a été mon raisonnement. Je l'ai mis sous bisoprolol. Elle avait une tolérance à l'effort qui s'est transformée. La preuve, elle fait 100 watts et elle atteint 50 de gradient de PAPS, qui me paraît tout à fait bien. Elle a eu son bébé très bien, elle a accouché de façon naturelle et tout s'est très bien passé. Donc il ne faut pas non plus, vous voyez, il faut s'encadrer du contexte global. Son bilan thyroïdien, tu me poses une colle, je pense qu'il était normal. Mais c'était légitime de le rechercher devant une tachycardie, je suis d'accord. Mais elle n'était pas très, c'était pas une tachycardie de repos, hein. Elle était désadaptée à l'effort, elle a très tachycarde à l'effort, mais elle n'avait pas de tachycardie de repos. Donc je ne suis même pas sûre qu'on lui ait fait de bilan thyroïdien, on l'a dû lui faire quand même. Souvent, c'est des femmes qui ont une fertilité basse, même s'il n'y a pas d'anémie. Vous mesurez la fertilité chez celles-ci. Écoute, là, bon, tu vois, déjà, pour que je trouve un RM, ça a été compliqué. Je me suis dit, tu sais, c'est vrai qu'on en a peu, enfin, moi j'en vois assez peu. Bon, il y en a, bien évidemment, mais c'est pas le RAC et c'est pas l'insuffisance mitrale quand même. Enfin, dans mon pain quotidien, en tout cas. Je vous entends pas du tout. On a mis la symptomatologie sur le compte de la tachycardie, enfin l'hémodynamique. Et du coup, c'est une dame qui souhaitait tomber enceinte. Et du coup, est-ce que l'hypervolie liée à la grossesse, est-ce que ça vous a pas fait peur que... Pas du tout. Pas du tout. L'hypervolémie de la grossesse, elle n'atteint que le 6e ou 7e mois. Et elle n'est pas si excessive que ça. Et c'est vrai qu'elle est un petit peu générée aussi par l'anémie de la grossesse. Mais franchement, moi, ça ne me fait pas peur du tout, hein, quand on voit les... Il n'y aura pas de complications. Pardon ? Dans ce cas, on est sûr que lors de l'accouchement ou lors de la grossesse, on n'aura pas de complications type OAP ou... Je pense qu'alors, pour étendre le débat à autre chose que le RM, je pense que l'écho d'effort pour des cardiopathies, quelles qu'elles soient, par exemple, c'est les CMH par exemple, ou bien les femmes qui ont effectivement des insuffisances mitrales, plus non quotidien, et qui veulent un enfant, l'écho d'effort est une méthode extraordinaire. Et d'ailleurs, vous avez des recommandations des valvulopathies et des cardiopathies chez la femme enceinte qui sont sorties il y a 5 ou 6 ans, qui sont remarquablement bien faites. Et généralement, les grossesses, en fait, se passent souvent beaucoup mieux qu'on ne pense. Hein. Franchement, c'est vrai, hein, on a l'épreuve d'effort de la grossesse, et un moyen simple, c'est de faire un écho d'effort, ça c'est clair, chez une femme qui va avoir un bébé. Oui. Je m'excuse, c'est par rapport au scepticisme des collègues qui pensent que... je pense qu'en réalité, sur les données de base, déjà, on avait suffisamment d'arguments. Parce que 1 4 cm, j'imagine que c'est validé de toute façon la planimétrie, on n'a pas de problème pour dire que ce n'est pas un RMCL. Et puis le gradient, c'est 5 mm de mercure. Et on a raison de penser à un bas débit bas gradient sur l'aorte, mais je rappelle que ce n'est pas un RMCL, de toute façon, c'est évident. Je rappelle que l'IA, au contraire, va augmenter le débit. Oui. Donc l'un dans l'autre, le bas débit bas gradient au niveau de l'aorte, c'est un peu hypothétique. Encore, on aurait pu calculer, comme vous dites, le débit, ITV, éventuellement... Absolument. Il faut toujours regarder les ITV. C'est juste rappeler, je pense, ce cas clinique est un élément fondamental. On peut, même après avoir fait une commissuration mitrale, un 5 cm², je rappelle que les 3 éléments qui déterminent la mauvaise tolérance d'un RM, c'est la surface, ce qui n'est pas le cas ici. C'est le débit
et de façon exponentielle la fréquence cardiaque. C'est juste pour dire que de base, anatomiquement, c'est pas un LMC. Et c'est l'hémodynamique, la fréquence cardiaque et le débit qui, ici, sont essentiels. Donc c'est pour cette raison que je pense ralentir cette patient, contrôler son débit cardiaque est fondamental. Et je pense que l'élément clé, c'est 150, c'est excessif pour un LM, même moins d'éléments, c'est... Merci, c'était juste ça. On va continuer là parce que j'ai... Bon, je l'aurais ralenti tout simplement. Je veux dire, bon, après, on va pas partir dans les problèmes de mauvaise tolérance hémodynamique dues aux fibrillations. Donc je voudrais vraiment... combien de temps il me reste C'est quand 200 minutes avant Ah bon, ben ça va. Bon, on va entamer un gros chapitre qui est l'insuffisance mitrale primitive, hein, je parlerai des secondaires éventuellement après si on a le temps. L'indication de l'écho d'effort, et selon les dernières recommandations, c'est effectivement des patients qui ont une IM sévère asymptomatique et des patients qui ont une IM à l'inverse modérée et qui se disent symptomatiques. Donc c'est toujours la même chose, c'est-à-dire de relier les symptômes à la gravité de la valvulopathie à l'effort. Hein. Et je vous rappelle que c'est un vrai grand débat actuellement de savoir quand on opère une insuffisance mitrale asymptomatique. Je ferai le même raisonnement que pour le RAC. Avant de parler d'IM asymptomatique, il faut s'assurer qu'elles sont asymptomatiques. Et je rappelle également que dans les cohortes, et puis là j'ai des femmes de pouvoir qui sont dans la salle, et que les recommandations, et en particulier toutes les études, toutes les cohortes des early surgery dans l'IM asymptomatique, les critères de caractère asymptomatique ne sont pas remplis. C'est-à-dire que vous avez des cohortes de patients, c'est le médecin qui dit « Ah ben le malade se plaint de rien, donc il est asymptomatique », ou c'est simplement un coup de téléphone et il est asymptomatique. Il y a très peu d'études où les patients sont revus régulièrement, et c'est pour ça qu'il y a des joutes qui frisent les guerres diplomatiques entre ce qui se passe aux États-Unis et où on a la plastie mitrale très rapide, et en plus on a les recommandations qui vont baisser hein, au niveau de critères, en particulier le diamètre télésystolique qui est passé de 45 à 40. Je ne dis pas que c'est mal, mais aux États-Unis, le passage en arythmie, les histoires de dilatation de l'oreillette gauche, voilà. À partir du moment, et c'est très important, où je dirais, la probabilité d'avoir une plastie réussie est très importante, eh bien, on opère les IM dites asymptomatiques. Donc, et à l'inverse, des gens comme Raphaël Rosanek qui ont travaillé, qui sont en Autriche, disent « Attendez, c'est pas du tout le cas. Si vous suivez vos malades, si vous leur faites des épreuves d'effort ou des échos d'effort régulièrement, je vous dis une fois de plus, c'est pas parce que vous allez mettre un malade dans la case asymptomatique qui va rester asymptomatique toute votre vie. C'est ce qu'on appelle le watchful survey, c'est-à-dire qu'il faut les voir et les suivre et les enseigner, leur dire si vous avez un moindre symptôme, si vous avez un effort qui devient difficile, etc., il faut revenir nous voir. Donc c'est toute cette problématique bon. Alors on avait eu toujours les équipes belges, en particulier Julien Magne, qui avaient proposé effectivement d'opérer les malades avec des PAPS à l'effort supérieur à 60. On est là, un petit peu comme le RAC, on est revenu en arrière sur les recommandations de 2017 en disant que n'importe qui pouvait avoir une PAPS, en particulier un sportif qui fait 300 watts, il peut avoir 60 mm de mercure de pression, donc c'est pas... Mais sauf que lui, il n'a pas d'insuffisance mitrale. Et donc on était revenu un petit peu en arrière, et il n'y avait pas eu, dans les recos 2017, d'indication de l'écho d'effort dans les IM dites asymptomatiques. Là, il y a des travaux un petit peu plus récents qui rejoignent un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure sur les pressions pulmonaires. Là également, c'est les problèmes de la chronologie de l'hypertension artérielle pulmonaire, ce n'est pas la valeur absolue. Et si vous avez à un faible effort, eh bien, une hypertension artérielle pulmonaire anormale par rapport à des populations témoins, vous voyez ici, eh bien, cette early, je dirais, cette hypertension artérielle pulmonaire brutale, abrupte, importante pour un faible niveau d'effort, a un facteur de risque d'événement cardiovasculaire qui est multiplié par 2. Donc, une fois de plus, faites des échos d'effort, parce que là, l'écho d'effort vous donne
l'hémodynamique non invasive. On peut chipoter sur la fiabilité des pressions pulmonaires à l'effort, ça c'est encore un autre débat. Les cathétériseurs, enfin bon, on ne va pas parler de ça, mais au moins vous savez si ça augmente brutalement ou pas. Donc vous avez un outil extraordinaire, non pas de quantification de l'importance de l'IM, c'est très très difficile de savoir si une IM augmente ou pas, mais tout d'un coup vous avez une IT qui apparaît, tout d'un coup vous avez une PAPS qui augmente, c'est une fraction d'éjection qui ne suit pas, enfin dans une IM c'est quand même très troublant. Donc vraiment je vous encourage à ça. Donc pour moi, même s'il n'y a pas d'indication, enfin pour moi, pas pour moi, mais ça avait disparu dans les recommandations de 2017, ça réapparaît en tout cas dans les recommandations européennes et américaines, et en cas d'une insuffisance mitrale moyenne ou sévère, chez un patient asymptomatique, il y a un véritable intérêt de l'écho d'effort avec un niveau d'évidence qui est de classe 2A, donc on est dans des choses extrêmement sérieuses. Hein. Et d'ailleurs, il y a un papier tout à fait récent de l'équipe de la Mayo qui revient un petit peu sur ce qu'ils avaient dit et où ils disent que le 60, en fait, pour des IM importantes qui sont supérieures à 50 à l'effort, vous voyez qu'on revient un petit peu en arrière et ça me... Je ne dirais pas que ça me ravit, mais je pense que de dire de façon brutale, ça ne sert à rien, pour moi, vraiment, c'est juste la vie, quoi. C'est de voir les malades en action et de voir ce qu'ils font. Et on est en train de revenir en arrière sous les seuils d'hypertension artérielle pulmonaire à 50. Bon, ça me paraît encore un peu bas, mais enfin, c'est comme ça, je vous le présente comme c'est. Alors, maintenant, je vous présente le cas clinique et qui peut nous amener à débattre, et on peut ne pas être d'accord. Donc, je vous le présente. Il a 40 ans, quand même très important. On découvre par hasard par hasard, je ne sais pas, il va voir quelqu'un, un bon médecin qui utilise encore le stéthoscope, ce qui est quand même assez rare. En tout cas en France, je peux vous dire que les gens qui auscultent les malades sont devenus rarissimes. Alors on entend un souffle, donc on a un bon réflexe, on l'envoie faire un écho. Il est totalement asymptomatique et il a un VG à 60-40 mm. Je l'avais vu avant les nouvelles recommandations, ce patient. Donc moi, je vous présente comme je l'ai vu, et qu'est-ce que vous feriez maintenant? Une IM importance, un prolapsus de P2, et il est en rythme sinusal, il a un BNP à 60, donc tout va bien. Là, je suis désolée, je n'ai pas retrouvé les images mobiles, mais vous voyez que c'est en fait un hyperbarlow, avec un hyperbarlow, il a 40 ans, et il a une SOR qui est estimée à 0,4 cm², avec une PISA à 1 et une PAPS de repos à 33 mm de mercure. Je lui fais une écho d'effort pour 240 watts, c'est un bel effort, et j'obtiens 90% de la FMT, et voilà ce que je trouve. Une fois de plus, la quantification de l'IM à l'effort, il n'y a que les Belges qui soient capables de la faire. Moi, je ne suis pas capable de la faire. De voir la PISA à l'effort, c'est déjà formidable d'attraper une unité. Donc, je lui fais son écho et j'ai des pressions pulmonaires qui montent gentiment à 55. On est à 50, il avait une petite veine cave, donc je suis à 55 de PAPS pour 240 watts. Alors, je vous pose la question, est-ce que il est jeune, il a 40 ans, il a un hyperbarlow, il est asymptomatique, et depuis l'année dernière, on est sur une indication opératoire de 40 mm en télésystole. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous lui faites une réparation valvulaire en sachant que le barlow, tout le monde ne sait pas le faire, enfin moi j'ai des chirurgiens qui savent le faire, mais tout le monde ne sait pas le faire, et ça pourrait basculer vers un remplacement valvulaire. Et c'est toujours un peu compliqué de faire opérer un malade qui se sent très bien, qui fait 240 watts, en lui disant « Monsieur, il faut vous faire opérer », qui se retrouve avec une prothèse mécanique. Ou est-ce que vous faites un petit peu à la Raphaël Rosenec, une surveillance armée, avec une écho d'effort, ou une épreuve d'effort tous les 6 mois? Quelle est votre attitude? Allez, vous faites opérer 40 ans, asymptomatique. Les recommandations sont à 40, sauf que dans les recommandations que je vous ai remises ici, on vous dit clairement que si le patient est asymptomatique et si l'anatomie, si c'est un petit P2 rompu, isolé, qu'on peut même faire par mini-thoraco et qu'il n'y a pas de calcite, que tout va bien,
c'est possible, hein. Mais sur un hyperbarlow, je vous dis une fois de plus, tous les chirurgiens ne savent pas réparer les hyperbarlows, loin s'en faut. Il y a une nouvelle technique opératoire sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais qui sont très efficaces, mais tout le monde ne le fait pas. Et il a 40 ans. Donc on est théoriquement à 40 mm de mercure, on est dans les critères, sauf qu'on vous précise bien que vous avez high likelihood of durable repair, low surgical risk and aortic, auger dilaté. On voit si quelqu'un qui sait le faire. Alors, qui est pour la surveillance armée, comme on dit? La surveillance armée, ça veut dire on le voit systématiquement tous les 6 mois et on lui fait au moins une épreuve. Enfin, on interroge vraiment, on interroge sa femme aussi, hein, ou son conjoint, je dirais, hein, parce que souvent, les gens disent, ah bah oui, non mais le monsieur, il dit, ah bah non, ça va très très bien, et la femme va dire, mais non, il est plus capable d'aller faire son jardin, pêcher, ça devient un effort terrible, donc c'est important. Comment? Là, il a 40 ans, il fait 240 watts, avec une pression pulmonaire normale. Oui, mais là, on est dans le problème de l'IM asymptomatique qui atteint actuellement les critères opératoires de 40 mm. Aux États-Unis, on ne va pas se poser la question. Ces histoires de high likelihood, alors ils le disent aussi, mais pas de façon aussi radicale. Là, c'est un hyperbarlow, 40 ans, voilà. En rythme sinusal, bien sûr. Le risque, monsieur, c'est de voir son DG s'altérer rapidement. Parce que s'il se fait opérer avec un DG altéré, ça, c'est le taux de mortalité post-opératoire, il y a un petit peu, c'est le seul itinéraire. Eh ben, c'est bien le problème de l'IM asymptomatique, c'est pour ça qu'on essaye de chercher des paramètres qui sont beaucoup plus subtils que la fraction d'éjection, qui est quand même quelque chose qu'on ne sait pas mesurer, qui est variable. Je rappelle que la variabilité intra-observateur de la fraction d'éjection, c'est de l'ordre de 7 à 8%. Hein. Donc les gens ont beaucoup de mal à savoir faire de façon fiable une fraction d'éjection. Donc c'est vrai qu'on cherche des trucs subtils comme le strain, et on sait que... Alors, je vous écoute sur l'IRM. Qu'est-ce que vous recherchez? C'est intéressant comme question, mais j'attends votre réponse. C'est quoi? Qu'est-ce que vous allez chercher dans l'IRM? Alors qu'il y a des idées sur l'IRM? C'est pour la quantification ou c'est pour effectivement le rehaussement tardif? Alors effectivement, il y a des travaux passionnants récents qui ont montré qu'en particulier sur les hyperbarlows, initialement sur ce qu'on appelle les disjonctions auriculo-ventriculaires, c'est-à-dire où vous avez un espace libre, vous connaissez ce concept de disjonction auriculo-ventriculaire, vous avez un espace libre entre l'insertion de la petite valve et la paroi ventriculaire gauche, et là vous trouvez en IRM du rehaussement tardif au niveau de cette zone qui est de la fibrose, et aussi au niveau des piliers, et voire du myocarde. Et là, Thierry Le Tourneau, qui est avec nous, a fait un travail magnifique avec Nancy, une collaboration avec des patients qui ont exactement ce tableau-là, sur les IM en fait, tout venant pas simplement sur les dysfonctions AV, mais qui a trouvé un taux de rehaussement tardif très important, qui semble corréler effectivement aux événements cardiovasculaires et aux troubles rythmiques. Donc il y a du sens à faire de l'IRM si on est très riche, et voilà, mais... Oui. Alors ça, c'est trop tôt pour répondre à cette question. C'est beaucoup trop tôt pour répondre à cette question. Oui, mais bon, alors...
Si vous faites de la vous savez, vous prenez des sportifs là, qui font des marathoniens, vous leur faites de l'IRM, vous allez trouver du rehaussement tardif. Hein. Voilà, alors on va dire bon, que le sport est très délétère, et à haut niveau, vous allez trouver du rehaussement tardif chez les grands sportifs. Hein. Bon. Donc c'est compliqué l'interprétation du rehaussement tardif dans le malade tout venant. Alors c'est vrai qu'on trouve une incidence de 20 à 25% de rehaussement tardif en IRM. En tout cas, moi, ça ne sera pas pour l'instant un critère pour opérer un patient. Ça va être un critère pour faire quelque chose dans une CMH, par exemple. C'est passionnant, hein, tout ça, mais sur une IM asymptomatique, en tout cas, moi, ce patient, je ne l'ai pas fait opérer pour l'instant. Je le surveille tous les 6 mois et je lui fais faire des épreuves d'effort. Une fois de plus, une épreuve d'effort négative, ça ne veut pas dire que le malade va être asymptomatique toute sa vie. Donc, je vais passer sur le deuxième, là, et je vais vous présenter un cas clinique qui est vraiment très récent, et qui me pose vraiment problème. Donc j'ai besoin de votre sentiment. C'est une... Ben, ces messieurs, ils sont bons, c'est pas bon. J'avais besoin de vous, là, pour le dernier. Vous n'avez pas déjeuné? Ah, mince alors. Bon. Alors vraiment, je m'adresse à tout le monde, parce que ça, c'est un vrai... un cas récent que pour moi, j'ai pas encore résolu, enfin presque, mais je ne suis pas sûre d'avoir raison dans mon raisonnement. Enfin, moi, je veux dire, entre guillemets, toute l'équipe à laquelle je l'ai confiée, et bon, voilà. On a pris une décision, et voilà, je vous la présente. Elle est née en 49, donc pas très vieille quand même. Morphotype normal, 60 kg, 1m63. C'est une femme hyperactive, hein. Elle est architecte, décoratrice, elle court le monde, elle fait des musées, elle gère l'architecture des musées, enfin c'est quelqu'un de très actif, et il n'est pas question qu'elle diminue son activité professionnelle, vraiment il n'en est pas question pour elle. Comme antécédent, c'est important de le savoir, elle a eu un cancer du sein, sans radiothérapie, elle a eu juste, entre guillemets, une mammectomie et de la chimio, donc il y a longtemps, hein, il y a une vingtaine d'années. Elle n'a naturellement pas d'antécédent de rhumatisme, elle n'a pas pris d'anorexigène, et elle n'a pas de maladie de système. Ça, je vous dis ça pour la suite. Moi, je la découvre en 2018. Elle vient me voir parce qu'elle a des palpitations et je la trouve en FA. Alors, je lui donne un traitement médicamenteux et je la laisse sous flécaïne et elle reste sinusale sous un traitement tout à fait classique. Je la laisse sous anticoagulants oraux. Elle fait une récidive donc il y a quelques mois, hein, puisque c'était à la fin 2021. Je la réduis par la cordarole et elle revient sinusale, et en fait je me rends compte qu'elle passe de l'un à l'autre facilement. Elle a de la FA résiduelle paroxystique. Et elle décrit une dyspnée d'effort depuis quelques mois, vraiment de grade 3. Elle me dit je ne peux plus rien faire, dès que je monte un escalier je suis vraiment très très gênée. Et je me dis au début, bon, elle passe en FA, elle a de la FA paroxystique, etc. Et apparemment, ce n'est pas complètement lié à l'existence d'une FA. Donc voilà son tracé au repos. Voilà quand elle passe en arythmie. Je fais les holters naturellement, qui me disent qu'elle est plus souvent en sinusale qu'en arythmie, mais que malgré tout, elle garde. Et je me dis, bon, il va falloir peut-être la blatter, cette dame. Et puis j'essaye de comprendre pourquoi elle est essoufflée. Donc je vous montre son écho comme je l'ai découvert. Ça, c'est le premier écho que je lui fais. On est il y a à peu près, je dirais, il y a à peu près 1 an. Donc je trouve ça. Et là, je me dis, franchement, c'est pas grand-chose, quoi. Enfin, j'ai pas l'impression que ça soit grand-chose. Alors je vais un petit peu plus loin. Voilà sa fraction d'éjection, 63%. Je vais jusqu'à quantifier cette fuite mitrale qui me paraît vraiment pas très importante. Je tombe sur une SOR, une surface de l'orifice régurgitant à 0,1 cm², un volume régurgité à 60. Je regarde son débit cardiaque. Elle a un volume d'éjection aortique vraiment excellent, 50 ml par mètre carré. Une fois de plus, hein, si elle débite 50 ml par mètre carré dans l'aorte, ça veut dire que l'insuffisance mitrale n'est pas très sévère, sinon elle n'aurait pas un débit comme ça. Elle a une PAPS complètement normale. Elle a une OG dilatée. Ok ? Et j'ai oublié de vous dire, elle a une petite hypertension artérielle et elle prend 150 mg d'irbésartan. On ne peut pas dire que ce soit très, très sévère. D'accord ? Bon, voilà. Alors, j'ai ça. Et puis son profil mitral, quand même, que je vous montre. Avec une VTI. Alors, regardez bien les VTI mitrales. Hein, on est à 26 cm.
Et on a un volume d'éjection avec une VTI qui est à, que je la retrouve, à 29. Donc vous avez une VTI aortique qui est bien supérieure à la VTI mitrale. Donc ça ne peut pas être une insuffisance mitrale sévère. C'est pas possible. Je vous rappelle que un truc très simple, le rapport des VTI mitrale et aortique, si c'est supérieur à 1,4, c'est déjà en faveur d'une insuffisance mitrale importante. Profil mitral, bon, peut-être à discuter, mais enfin, on en est là. Donc, à votre avis, comment vous allez plus loin pour essayer de comprendre, et elle ne vous raconte pas d'histoire, pourquoi elle est symptomatique, cette femme, elle me dit clairement... Moi, je peux revoir là les premières images de vie. Je t'ai pas mis de transverse. Ah oui, le topo, c'est faire à quoi ça sert? Peut-être que... Mais là, je vous raconte cette histoire. Elles sont, je veux dire, il n'y a pas d'HVG. Enfin, On a l'impression qu'il y a un petit peu d'HVG, visuellement. Il y a une OG dilatée. Il y a effectivement, comme dit Leïla, il y a une bandelette, mais la valeur absolue du... Franchement, c'est pas ce qui m'a frappé. Je vous la raconte telle que je l'ai vécue, parce que c'est ça le partage des obsessions et de la démarche intellectuelle, thérapeutique. Qu'est-ce que j'en fais de cette femme? Je vous dis, elle ne me raconte pas d'histoire. Elle est gênée. Elle a eu de la chimio. Son strain, je ne sais pas, il est normal, sinon je vous l'aurais mis ABC. Elle a une fraction d'éjection. Normal, c'est le strain de la chimio, on en revient aussi beaucoup. Hein. Ok, j'avance, hein. D'accord? Qu'est-ce que vous faites à ce stade-là? Ah ben moi, vous voyez, je ne suis pas allée. Eh ben moi, je ne me suis pas précipitée sur l'écho d'effort. Je ne me suis pas précipitée sur l'écho d'effort parce que franchement, pour moi, cette IAM, voilà, je veux dire, cette IAM ne me paraissait pas suffisamment. Comment? Le BNP est normal. Aucune. Pas de Covid. Non, vraiment, moi, je ne me suis pas précipitée justement sur l'écho d'effort. Qu'est-ce que vous feriez? Quelqu'un qui est essoufflé, je ne parle pas de l'IAM, une femme qui est essoufflée, vous faites quoi? Qu'est-ce que... Un scanner de quoi? Thoracique? Bon, écoutez, moi j'ai fait un scanner coronaire. J'ai fait un scanner coronaire et alors le radiologue que je connais bien et qui est un garçon qui connaît son boulot me dit lésion coronaire intermédiaire de l'IVA significative de la coronaire droite sur artère calcifiée. Donc je me dis bingo, j'ai gagné, c'est une IM ischémique où il y a un facteur ischémique, on va lui dilater sa droite et on emporte le truc et c'est terminé. Pourquoi vous avez demandé le scanner? Parce que, si tu veux, la dyspnée chez la femme, c'est souvent un équivalent ischémique. C'est souvent un équivalent ischémique. On passe souvent à côté des pathologies coronaires de la femme, qui sont souvent très atypiques, qui ne vont pas avoir de douleur et qui vont avoir comme seul symptôme des dyspnées d'effort. Alors, je me dis, mon problème il est réglé, je fais la coro. C'est vécu, hein, il y a quelques semaines, hein, ça. Je fais la coro, le coronarographie, c'est un garçon que je connais bien, qui est pas un violent, qui me fait lésion non significative de la deuxième branche septale, d'accord, lésion non significative de la première marginale, lésion intermédiaire longue de la coronaire droite, sténose fonctionnellement non significative. Il me dit, moi, je te la dilate pas, cette femme, je ne veux pas mettre un stent là-dessus, voilà. Alors, je me retrouve donc avec ça, et je me pose la question, quel est pour vous le mécanisme de cette fuite? C'est pas fini l'histoire, hein, j'espère que je vais avoir le temps pour la finir. Hein? Elle n'a pas d'asynchronisme, elle a un QRS fin, je vous ai montré son électro, et même si on croit pas, si on pense qu'il y a un asynchronisme dans les VG sans dilatation du QRS, regarde, elle a un VG qui se contracte parfaitement bien, il n'y a aucun argument même visuel d'asynchronisme. Alors, d'accord, je retiens, mais déjà, tu vois, je te demande, pour toi, là, comme quand tu vois ça, à ton avis, qu'est-ce que tu dis?
Comment tu analyses cet IM et quel est ton... important d'analyser cet IM et de savoir, d'analyser les feuillets. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une valvulopathie organique? Est-ce que vous avez l'impression que c'est fonctionnel et qu'on appelle, vous savez, les fameuses insuffisances mitrales dites atriales, c'est-à-dire une IM qui est générée par une dilatation de l'anneau? Et là, il y a un point très important à regarder. Je vais essayer de vous arrêter le film, je ne suis pas sûre d'y arriver. Vous n'avez pas de tenting. D'accord? Non, je te promets, il n'y a pas de tenting. La surface de cooptation, alors c'est bien le... Voilà, mais ce que je peux dire, c'est que moi j'ai l'impression qu'il y a une petite restriction. Enfin, après, c'est de la mini-truc, hein. Mais moi, ce qui me paraît évident, c'est que là, vous avez bien une cooptation des feuillets qui se fait sur le plan de l'anneau. Vous n'avez pas de tenting. Hein, pour rappel, hein, le tenting, c'est un élément tout à fait essentiel sur les IM secondaires, sur les IM fonctionnelles, ou sur les IM restrictives. Donc là, moi, là-dessus, je ne vois pas personnellement de tenting. C'est important pour la suite. Ok, on y va. Quelqu'un a d'autres remarques à faire? Elle n'a jamais été traitée par médiateur. Non, naturellement, tu sais, moi je suis un peu branchée sur les anorexigènes, donc je lui ai demandé si elle avait pris. Elle m'a dit, écoutez, vraiment, j'ai jamais eu aucune. La chimio, qu'est-ce qu'aurait donné la chimio? On a des. Tu vois, elle a un VG qui est. Moi je veux bien la chimio, mais bon, ben, je t'avoue que j'ai pas retrouvé le taux d'anthracycline qu'elle avait reçu, enfin, cancer du sein, quoi, elle fait fonction VG. En tout cas, si elle a une dysfonction VG, je sais pas où elle est, je sais pas comment la documenter. J'ai pas fait d'IRM par contre, alors si on me dit qu'il y a du rehaussement, bon d'accord, ok, très bien, mais qu'est-ce que j'en fais? Alors je vais quand même faire un écho d'effort pour essayer de comprendre. Et alors là, c'est là que ça devient un peu compliqué. Alors je vous m'en posez, est-ce qu'il y a assez purement fonctionnel sur dilatation de l'anneau? Est-ce que vous voyez quelque chose d'organique, un faux prolapsus, une restriction, etc. Est-ce que c'est mixte? Ça pourrait être mixte, puisqu'elle a de l'AFA chronique, donc elle a logé dilaté, donc elle peut avoir une partie organique. Alors, une IM rythmique, d'accord? Et quelle est la part? Voilà, il n'y a pas d'anorexigène, il n'y a pas de RA, il n'y a pas de maladie. Alors, moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je vais quand même faire un écho d'effort. Mais à ce moment-là de l'observation, je me dis, il va falloir que je la blatte, parce que je suis persuadée qu'il y a un lien entre la FA et l'IM, et la FA et la mauvaise tolérance, et je lui donne un rendez-vous pour une épreuve d'effort, pour une écho d'effort. Elle arrive, manque de peau, elle était passée en FA. Donc c'est même pas la peine que je lui fasse, je regarde l'écho n'avait pas changé, l'IM n'avait pas progressé, je dis je ne vais pas lui faire un écho en FA, je veux dire, j'essaie de le faire quand même en rythme sinusal. Alors je lui redonne rendez-vous et hop, ça se remet sinusal, parce qu'elle passe de là. Et je pose la question au rythmologue, je dis mais à votre avis, qu'est-ce que je fais quoi là-dessus? Fais l'écho d'effort, on verra après. Alors voilà l'écho d'effort. Je décide donc de faire une épreuve d'effort. Et alors là, j'ai pas toutes les images mobiles, parce que c'est compliqué de voir. Voilà. Alors là, j'ai quand même le profil des... C'est vraiment le début de l'effort. Le début de l'effort. Et regardez, on a un profil mitral que je compare entre l'état normal et le début de l'effort, avec une onde qui monte vraiment très vite. Vous avez une PAPS qui est quasiment normale, et vous avez une VTI aortique qui est à 22, qui est un petit peu moins important que ce que j'avais tout à l'heure, au début de l'effort. Si, elle est sinusale. Non, elle est sinusale. Non, elle est sinusale, elle est un tout petit peu plus rapide parce qu'on est en début d'effort. Non, elle est sinusale. Et voilà son écho d'effort. Alors, vous voyez qu'il y a une majoration magistrale de son insuffisance mitrale, magistrale, et si vous ne me croyez pas, voilà ses pressions pulmonaires. Vous voyez, vous avez le timing là, vous avez 10h44, 10h45 et 10h47. Donc en très peu de temps, elle passe d'une pression artérielle pulmonaire normale à une PAPS. Regardez ce que j'ai. J'ai 4,6 sur l'IT. C'est-à-dire que cette dame est en train de se noyer.
Elle a 100 de PAPS. Alors, et de façon, vraiment pour un effort qui est, je ne me souviens plus combien elle a fait, mais attendez voir, bah, j'ai dû vous résumer ça plus tard, voilà. Elle fait même pas 63% de sa FMT, elle fait 77 watts. Elle est très bien, hein, cette femme. Hein. 77 watts, et elle grimpe sa PAPS quasiment à 100 lors de l'effort. Et le CG? Pardon? CG est normal, il n'y a pas de trouble rythmique. Mais regardez, alors maintenant je vous ai mis la mitrale, c'est pas tout à fait la même incidence, mais un effort c'est toujours un peu difficile. Les deux simultanés sur la... Et je vous demande, est-ce que vous voyez quelque chose qui change entre le repos et l'effort? Ah, qui c'est qui m'a dit le tenting? Tout d'un coup, on a une valve qui devient quasiment restrictive. Et vous avez un tenting. Alors ce tenting, il est dû à quoi? Elle n'est pas hyper tendue à l'effort, regardez. Elle monte à 16,8. Donc c'est pas une souffrance, je veux dire, tu vois, il y a l'œdème pulmonaire flash qu'on décrit dans les poussées hypertensives. Elle a une tension artérielle qui est absolument normale. Et pourtant, elle a indiscutablement l'apparition d'un tenting, que j'ai pas vu tout de suite d'ailleurs. Bah, je vous ai déjà montré sa courbe, donc on a éliminé un problème ischémique. Pourquoi le remodelage de l'OG donnerait une restriction des feuillets? Je ne vous dis pas que je le comprends tout dans cette observation, hein, je vous la soumets parce que maintenant c'est le moment crucial, c'est le moment où on arrive au bout de la consultation et on lui dit, madame, elle m'a dit, qu'est-ce qu'on fait quoi? Je lui explique tout ça, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous l'allez traiter médicalement? J'ai oublié de vous dire que j'avais donné des diurétiques, ça n'a absolument rien changé. Rien changé, toujours aussi essoufflé. Je ne peux pas monter les diurétiques à perpète. Hyperactive, elle dit, écoutez, moi il faut que je pars à Sydney, là, je vais me faire 14 heures d'avion, quand est-ce que vous me donnez l'autorisation de partir? J'ai un chantier phénoménal à Sydney, il faut que j'y aille tout de suite. Qu'est-ce que vous faites? Comment? Je vous entends pas, je suis désolée. C'est une lésion non cyclienne, il y a des remodelage. On a le tenting, donc on va pas s'en... Est-ce qu'il n'y a pas une anomalie péricardique associée? Non. Elle n'a pas eu de radiothérapie, hein. Elle a eu de la chimio seulement. Elle a eu un cancer du sein quelque part. Elle a eu quand même une mammectomie, mais elle n'a pas eu de radiothérapie. Est-ce qu'elle a eu l'IRM, cette dame? Elle n'a pas eu d'IRM. Parce que je me demande si ce n'est pas une piste. Je me demande si ce n'est pas une piste quand même. Une piste que d'aller chercher autre chose, parce que si on dit c'est peut-être pas une IRM rythmique, enfin en tout cas plus ou moins, avec cette atteinte-là, peut-être quand même regarder plus loin sur le muscle cardiaque et l'IRM peut-être pourrait ramener un petit quelque chose sur une restriction par exemple. Alors, je vais vous raconter la suite. Maintenant, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez pour elle? Est-ce que vous feriez... bon, elle a un petit... Mais elle n'a pas d'insuffisance cardiaque de repos. Elle a une insuffisance cardiaque à l'effort. Donc, je veux dire, c'est quand même pas... moi, je veux bien que l'amylose, ça soit la solution à toutes les insuffisances cardiaques, mais non, l'estrain est normal. Traitement médical, mais je l'ai mis sous traitement. Alors, je ne vais pas donner je vais pas donner des glyphosines, je ne vais pas donner de l'Entresto parce qu'elle a une tension. Tu vois, je vais donner un traitement diurétique pour l'instant. Elle a un peu de bisoprolol et puis elle a de la flicaïne. Bon, alors la dysfonction sous flicaïne, j'y crois pas. Alors, qu'est-ce que vous feriez? Hélène, qu'est-ce que tu ferais? Plastie sur une IM restrictive?
Alors, je l'ai présenté au staff de l'hôpital où je travaille. Et effectivement, le chirurgien m'a dit on va faire une plastie restrictive. J'ai dit mais t'es fou, tu vas majorer le stenting. Si vous rétrécissez l'anneau, et on va rien arranger du tout. Un clip sur une IM restrictive comme ça, effectivement, là on parlait de défaut de coaptation et de hauteur de coaptation. Vous n'avez quasiment pas de hauteur de coaptation. Donc pour moi, c'est une IM restrictive. Je ne connais pas la part organique, je ne connais pas la part fonctionnelle, peut-être les deux. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Alors, il y a plusieurs options. Hein. Il y a ce qu'on appelle les insuffisances mitrales à éclipse, mais je ne suis pas certaine, je vous le montre, mais je ne suis pas du tout certaine que ce soit une IM à éclipse. Il y a très peu de publications, il y a 2 publications, Cocorico c'est des Français, mais enfin quand même, bon. Il y a Jean-François Averinos qui avait présenté ça il y a fort longtemps avec 3 patients, hein, il avait inventé, enfin pas inventé, mais suggéré la possibilité d'un spasme coronaire. Bon, mais moi je ne vois pas l'effort de troubles contractiles régionales, bon, ben voilà, et il avait proposé de mettre des inhibiteurs 4-cycles. Après, il y a ce gros travail, ce beaucoup plus gros, qui était multicentrique, qui avait regroupé, je ne sais plus combien de patients, mais quand même beaucoup plus, je crois que c'était 7 en tout, et qui également était très préoccupé et qui comprend, enfin, qui suggérait, voilà, il y a des très belles, voilà, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu, hein, c'est-à-dire vous avez une petite IM et puis d'un coup une IM extrêmement massive avec un profil mitral qui change du tout au tout. Là vous avez un aspect bien ogival normal, là vous avez un aspect triangulaire hein, qui témoigne d'IM très sévère avec une très importante augmentation des pressions d'emplissage, un profil qui change et puis l'HTAP c'est exactement ce que je vous ai montré là. Hein. Et les hypothèses physiopathes sont très complexes. Est-ce que c'est un spasme coronaire? Le problème, c'est que ça survient à l'effort, hein, et il y a une régression, ça c'est la définition de l'IM à l'éclipse, ça régresse à l'arrêt de l'effort, et alors on est parti dans des dysfonctions endothéliales, microvasculaires, avec des injections au méthergin qui étaient parfois positives. C'était généralement les femmes ménopausées avec des facteurs de risque, hypertension, diabète, insuffisance rénale. C'est pas son cas, là, une petite hypertension. Et j'ai fini. Ouais, bah écoute, 2 minutes, hein, parce que ça va, quoi, hein, je suis pas d'accord. Hein. J'ai commencé avec 20 minutes de retard à cause de vous, donc... Bon, allez, je ne vais pas m'étendre sur la physiopathologie, je vais vous demander qu'est-ce que vous faites, et puis on va finir, je voulais vous parler d'insuffisance mitrale secondaire, j'ai pas le temps, à cause de madame Lélie Sarrer, qui m'empêche de parler. Alors, non, sans plaisanter, qu'est-ce que vous faites chez cette patiente? Ben moi, elle est peut-être sur la table en ce moment où je vous parle, puisqu'elle a décidé, au staff, on a tous décidé de lui faire un remplacement valvulaire, et non pas une plastie déjà, par une bonne bioprothèse. Et j'espère que ça va bien se passer, mais bon, vous savez qu'on est quand même un art team, hein, c'est pas moi qui décide tout seul, on est tous à se prendre la tête et essayer de comprendre, et tout le monde a convenu que c'était pas ischémique, tout le monde a convenu que ce n'était pas que fonctionnel. Donc, elle a essayé, parce que là, il y a quelques mois qui se sont passés, les inhibiteurs calciques n'ont rien changé, j'ai changé son irbesartan pour un antihypertenseur, j'ai mis sous l'oxène, je crois, tout simplement. Bon, elle sera faite de toute manière, enfin on fera une chirurgie de la FA en même temps, mais voyez comme c'est compliqué. Oui, mais enfin, quand je dis une chirurgie, c'est une ablation, etc. Voilà. Donc, vous voyez que l'écho d'effort, quand même, pour conclure, nous permet vraiment de comprendre pourquoi les gens sont symptomatiques et que dans des cas aussi complexes que ça, il ne faut pas hésiter à faire un écho d'effort. Parce que vous avez vu que cette patiente passe de rien à tout. Je ne suis pas sûre que ce soit une IM à éclipse, hein, mais il y a indiscutablement un TENTI, il y a une coaptation qui ne se fait plus. Donc il y a un facteur restrictif qui est peut-être myocardique. Elle a vraiment elle-même pris parti à la discussion en disant je préfère être opérée parce que j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie et je ne peux pas rester comme ça. Donc c'était un désir de sa part, ce qui ne me permet pas de me disculper, mais c'est très compliqué.
Et voilà, je vous donnerai la suite au prochain numéro, parce qu'elle est probablement actuellement en train de se faire. Et voilà.